À partir de l'automne 1628, les réserves alimentaires s'amenuisent dangereusement. Il eut une grande famine dans La Rochelle. Ils acérèrent tellement que le rationnement devint de plus en plus sévère, et ce malgré la gestion rigoureuse de Guiton. Les prix s'envolent. Un chat se vend 40 livres, ce qui est une fortune pour l'époque. Les habitants mangent d'abord les chevaux de trait, puis les ânes, puis les mulets. Ces animaux de bas, essentiels à l'économie urbaine, disparaissent rapidement sous la pression de la faim. Les bourgeois sacrifient leur monture de luxe pour nourrir leur famille affamée. Et quand la viande disparaît totalement, les Rochelais se tournent vers les chiens et les chats. Jusqu'à la fiente de pigeons, elle aussi valait son pesant d'or. Ces animaux domestiques, chassés et traqués dans toute la ville, alimentent un marché noir florissant. Les rats eux-mêmes deviennent une denrée précieuse, disputée par des habitants désespérés. Les plus démunis fouillent les détritus et grattent la mousse sur les murs. Cette dégradation progressive des conditions de vie mine lentement le moral de la population, et ce, malgré les exhortations courageuses de Jean Guiton. L'Angleterre tente à 3 reprises de secourir La Rochelle assiégée. En avril 1628, William Fielding, comte de Denbigh, arrive avec 60 navires et 6 galères. Cette seconde expédition anglaise suscite un immense espoir chez les assiégés, qui voient enfin poindre leur salut. Mais Fielding se révèle être un commandant pleutre. Après avoir observé la digue française et évalué la difficulté des opérations, il renonce à l'attaque et repart sans avoir combattu. Cette lâcheté provoque la fureur du roi Charles Ier, ainsi que la déception des Rochelais, comptant sur cette ultime providence. Cette guerre psychologique sape définitivement le moral des Rochelais, réalisant que plus aucun secours extérieur ne viendrait plus. Face à la pénurie alimentaire croissante, Guiton prend une décision tragique, inspirée de l'exemple du siège d'Alésia. Expulser de la ville toutes les bouches inutiles. Cette mesure draconienne vise à préserver les maigres réserves pour les combattants encore valides. Femmes enceintes, enfants, vieillards, invalides sont ainsi chassés de leur foyer. Ces malheureux se retrouvent donc bloqués dans l'espace neutre situé entre les remparts rochelais ainsi que les lignes françaises. Richelieu refuse de les laisser passer, appliquant la même logique militaire que ses adversaires. Ces innocents meurent lentement de faim et de froid dans les fossés autour de la ville. Leurs gémissements ainsi que supplications résonnent jour et nuit, torturant psychologiquement les défenseurs qui assistent impuissants à cette tragédie. Les corps s'accumulent bientôt dans cet espace maudit. Cette vision d'apocalypse ébranle la motivation de nombreux Rochelais, voyant ainsi leurs proches mourir sous leurs yeux. Certains tentent des sorties nocturnes pour porter secours aux expulsés, mais les sentinelles françaises tirent à vue sur tout mouvement suspect. L'hiver 1627-1628 plonge La Rochelle dans un cauchemar indescriptible. Les habitants survivants errent dans les rues comme des spectres vivants. Leurs corps décharnés témoignent de la malnutrition extrême qui ravage la population. La mort rôde dans chaque maison, dans chaque rue. Les derniers végétaux comestibles disparaissent. On déterre les racines dans les jardins. On se met à râper les écorces d'arbres, à cueillir les mauvaises herbes sur les remparts. Les Rochelais font bouillir du cuir pour en extraire une gélatine immonde. Cette ultime transgression morale témoigne de la déshumanisation progressive des assiégés, poussés aux limites de la survie. Ils broient les os en poudre et mâchent de la paille hachée mélangée à de la terre. Les cas de cannibalisme commencent à être signalés parmi la population affamée. Les survivants n'ont plus la force physique nécessaire au combat. Les cadavres jonchent les rues et s'accumulent dans les maisons. Paradoxalement, ces corps ne se décomposent pas, car ils sont complètement déshydratés et décharnés. Cette conservation macabre transforme La Rochelle en un immense charnier à ciel ouvert. Et malgré cet apocalypse, Guiton maintient sa détermination farouche, perdant même ses 2 fils durant ce siège. Une tragédie personnelle qui le brise intérieurement, mais ne fléchit pas à sa volonté de résistance pour autant. Cette patience calculée démontre sa maîtrise stratégique, ainsi que son sens politique aigu. Cette grandeur d'âme force l'admiration même chez ses ennemis. Le maire continue tout de même à parcourir la ville pour soutenir ses derniers défenseurs. Sa présence constante sur les remparts galvanise les derniers survivants, puisant ainsi dans son courage
la force de continuer. Cette abnégation héroïque transforme Guiton en une figure légendaire de la résistance. Mais la réalité militaire s'impose progressivement. Il ne reste plus que 136 soldats valides à travers toute la ville. Ces derniers défenseurs n'ont plus suffisamment de force pour monter la garde. Les remparts ne sont plus gardés que par de symboliques fantômes en armes. Plusieurs tentatives de négociation sont initiées par de bourgeois rochelais qui cherchent coûte que coûte à sauver ce qui peut encore l'être. Mais Guiton refuse catégoriquement toute reddition. Menace même de mort quiconque parlerait de capitulation. Octobre 1628, La Rochelle agonise dans l'indifférence la plus totale. Sur 28 000 habitants du début du siège, moins de 5 500 survivent encore. Les derniers défenseurs rochelais tentent quelques sorties désespérées, pour ainsi mourir les armes à la main, plutôt que de mourir de faim. Leur attaque suicidaire se brise pathétiquement contre les lignes françaises, solidement établies. Les survivants n'ont plus la force physique pour le combat. Le 25 octobre 1628, une assemblée dramatique se tient dans l'hôtel de ville. Les derniers conseillers municipaux survivants se traînent, avançant lentement jusqu'à la salle des délibérations. Tous reconnaissent que la résistance ne peut plus continuer. La capitulation reste la seule issue pour sauver les derniers survivants. Le 27 octobre 1628, Jean Guiton cède enfin à l'évidence. Accompagné de quelques conseillers municipaux squelettiques, il se rend au camp de Richelieu pour enfin négocier la reddition. Richelieu reçoit la délégation rochelaise avec une courtoisie calculée. Il admire personnellement le courage exceptionnel de Jean Guiton, mais impose ses conditions sans aucune négociation possible. La ville doit se rendre sans condition et accepter la souveraineté royale absolue. Le cardinal dicte personnellement les conditions de la capitulation. La Rochelle perd tous ses privilèges politiques ainsi que militaires. Ses fortifications seront rasées aux frais de la ville. Seule la liberté de culte protestant est maintenue. Concession symbolique pour adoucir l'amertume de la défaite. Le 28 octobre 1628, l'acte de capitulation est officiellement signé, sous la tente de Richelieu. Jean Guiton appose sa signature d'une main tremblante, et ce sur ce document marquant la fin de l'indépendance rochelaise. Cette signature constitue l'acte des décès de la République protestante. Le 30 octobre 1628, les troupes royales pénètrent dans La Rochelle. Les soldats français découvrent un spectacle d'horreur. Une ville fantôme jonchée de cadavres et hantée par des survivants squelettiques. L'odeur de putréfaction imprègne chaque ruelle, chaque recoin, ainsi que chaque maison de cette cité martyrisée. Louis XIII doit attendre 2 jours que ses soldats aient fini de déblayer les morts. Le 1er novembre 1628, jour de la Toussaint, le roi fait son entrée triomphale dans La Rochelle. Les cloches sonnent, les bannières flottent, mais l'atmosphère reste lugubre dans cette ville vidée de tous ses habitants. Cette victoire ayant un goût amer de cimetière. Richelieu célèbre une messe solennelle dans l'église Sainte-Marguerite, ce afin de marquer le retour de La Rochelle dans le giron catholique. Cette cérémonie religieuse consacre symboliquement la fin de l'hérésie protestante et le triomphe de l'orthodoxie catholique dans cette ancienne citadelle huguenote. Le 3 novembre, Louis XIII ordonne la destruction des remparts de La Rochelle. Cette destruction symbolique vise à éviter toute nouvelle rébellion, privant ainsi la ville de ses moyens de défense. Les soldats commencent à raser les fortifications de la porte Maubec jusqu'à la porte Saint-Nicolas. Seules les 3 tours du port seront épargnées. La tour Saint-Nicolas, la tour de la Chaîne, ainsi que la tour de la Lanterne. Ces monuments témoignent de l'ancienne grandeur de la cité protestante. Cette mesure punitive vise à plomber durablement les finances rochelaises, et ce afin d'empêcher toute reconstruction de défense urbaine. Le bilan humain de ce siège dépasse toutes les tragédies militaires de l'époque. Sur les 28 000 habitants de 1627, seuls 5 400 survivent en octobre 1628. Ce taux de mortalité de 80% ne sera malheureusement égalé que pendant les génocides du XXe siècle.